organisateurs de m'avoir invité et donné l'occasion de traverser la France pour découvrir la belle ville de Bayonne. Alors c'est un sujet brûlant, comme vous le savez tous, puisque l'anaphylaxie est quelque chose qui est de nouveau assez médiatisé. Donc ensemble, on va voir quels patients on peut adresser en consultation d'anesthésie ou en consultation d'allergo-anesthésie, et on va essayer juste d'appréhender un peu la différence, et comment est-ce qu'on le fait. Alors, voilà, c'est mes conflits d'intérêts, il n'y en a aucun industriel qui pose problème, mais je suis coordinateur du GERAP, qui est le groupe d'études des réactions anaphylactiques périopératoires. Alors, c'est un sujet, l'anaphylaxie, qu'on connaît bien, en tout cas, le risque est bien identifié. Il y a des enquêtes itératives du GERAP qui ont maintenant plus de 30 ans, et ça fait 30 ans qu'il y a des enquêtes itératives qui permettent d'appréhender un petit peu le risque avec un maillage territorial qui est quand même plutôt bon. Et en utilisant différentes techniques d'épidémiologie, on a pu estimer le risque d'anaphylaxie périopératoire incurable à environ 180 réactions par million d'anesthésie. Ça, c'est quand on prend les situations où on a identifié la cause et aussi les situations qui ont été déclarées, parce qu'il y a très clairement une sous-déclaration des événements. Vous voyez en dessous que ça reste que des réactions qui sont sévères, puisque quand on est au bloc opératoire et que c'est un curare qui est impliqué, il y a encore 4% de mortalité, alors même que la réaction a été détectée dans les minutes qui suivent sa survenue et que le traitement a été administré tout de suite. Donc il y a une marge de progression et il y a une marge d'évolution pour la recherche pour prendre en charge ces patients-là. Vous connaissez tous la classification de Ring et Mesmer, avec des grades qui s'échelonnent du grade 1 pour des réactions, il n'y a que des signes cutanés, au grade 4 avec un arrêt cardiaque au cours de l'évolution. Et puis finalement, le grade 3, c'est la version état de choc anaphylactique. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent donner un choc anaphylactique. Il n'y a pas que la réaction classiquement IgE-médiée qui va impliquer les mastocytes, les basophiles, avec une sensibilisation via les IgE. Il y a des hypothèses sur une sensibilisation via les IgG pour certains médicaments de l'anesthésie. Et puis, il y a d'autres mécanismes possibles, plus ou moins avérés, qui n'impliquent pas l'immunité adaptative et qui peuvent aussi donner des réactions. Et notre problème, c'est que tous ces mécanismes, ils vont donner globalement la même présentation clinique. Vous avez ici des résultats issus de 2 enquêtes du GERAP, et quand on regarde, en fait, on se rend compte que quand on prend les réactions pour lesquelles on a identifié le suspect et celles pour lesquelles on ne l'a pas identifié, et ben finalement, il y a une petite différence de sévérité. Moins les réactions sont sévères, moins facilement on va identifier la substance en cause. Mais finalement, pour un individu donné, on n'est pas capable de dire « Ok, celui-là, on va trouver la substance et on va appeler ça IgE-médié, il va y avoir un risque de récurrence des autres. » Et c'est là que se pose la question de l'exploration allergologique. Alors, pour faire simple, quand vous êtes vous-même témoin d'une réaction d'hypersensibilité immédiate périopératoire, et c'est la terminologie la plus juste, on fait une hypersensibilité parce qu'on réagit de manière anormale à un médicament pour lequel on ne devrait pas réagir comme ça, et c'est immédiat parce que ça arrive dans les heures qui suivent l'exposition. Et bien là, c'est assez facile finalement. Ces patients-là, il faut les adresser en consultation d'allergo-anesthésie. Alors, est-ce qu'il faut tous les adresser? En tout cas, pour les réactions de grade 2, 3 et 4, il n'y a aucun doute. Tous ces patients-là doivent partir en consultation d'allergo-anesthésie, mais aussi des patients qui en font juste des grades 1. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signes hémodynamiques ou respiratoires qu'il ne faut pas les adresser. Si les patients font des urticaires importantes, c'est une vraie réaction d'hypersensibilité immédiate. C'est pareil pour des érythèmes diffus, mais dans diffus, il faut vraiment que ce soit diffus. Le classique érythème au niveau du torse ou du visage après le propofol ou la trachurium, celui-là, si vous nous l'adressez, on ne saura malheureusement pas quoi en faire. Par contre, quand c'est le patient qui est devenu tout rouge comme une écrevisse, ça c'est un érythème diffus et celui-là, il faut aussi l'adresser. Donc ces patients-là, ils doivent avoir un rendez-vous de consultation d'allergo-anesthésie et ça c'est essentiel. Alors qu'est-ce que c'est un bilan d'allergo-anesthésie? Déjà, il y a les prélèvements que vous allez effectuer au bloc opératoire. Et ils sont essentiels, et s'ils manquent, c'est déjà une situation plus difficile pour l'allergologue ou l'anesthésiste réanimateur qui fait le bilan. L'histamine et la tryptase que vous dosez à la phase précoce de la réaction, ils servent juste à caractériser le mécanisme. D'accord ? Ce n'est pas parce que la tryptase n'augmente pas, et on va y revenir, que ça n'est pas une réaction d'hypersensibilité immédiate. On dose aussi certains IgE spécifiques qui nous servent à orienter vers une substance éventuellement en cause, mais la sensibilité et la spécificité de ces IgE spécifiques n'est pas excellente, et donc il faut vraiment se méfier d'interprétation. Si on vous dose à vous, là dans la pièce, ces IgE spécifiques, notamment contre les aménomes quaternaires, il y a 20% des gens qui vont en avoir. Et pour autant, il n'y a pas 20% de choc anaphylactique. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Quand on est dans une situation d'hypersensibilité immédiate périopératoire, la probabilité pré-test est élevée, et donc on peut les regarder, mais dans la population générale, ça ne suffit pas.
C'est pour ça d'ailleurs, vous avez les recos que vous connaissez, hein, ça c'est un tableau qui est issu des RFE d'ASFAR de 2011, et on voit qu'on avait une recommandation de dosage histamine, tryptase et jeux spécifiques à différents temps. Ensuite, il y a l'exploration qui est faite par l'allergologue ou l'anesthésiste-réanimateur en consultation d'allergo-anesthésie, avec une exploration via des tests cutanés. On fait soit des prick tests que vous voyez en bas à gauche, où on va mettre une goutte et piquer à travers, soit on fait une intradermoréaction avec des concentrations différentes de médicaments. Le but étant de rechercher une réactivité cutanée qui nous indique que le patient est sensibilisé à cette substance. On doit suivre des recommandations et des concentrations, parce qu'il y a des concentrations irritantes qui donneraient des faux positifs, et donc c'est assez encadré. Malheureusement, parfois, on n'a pas la réponse. Quand on a la réponse, c'est facile, on identifie la substance en cause, et on dit, OK, bah celle-là, et éventuellement d'autres de la même classe pharmacologique, on ne les utilise plus. C'est quand on n'a pas la réponse, on est obligé d'aller un petit peu plus loin, et ça peut passer par le test d'activation des basophiles, qui est un test in vitro en cytométrie en flux qui permet de voir si le basophile va réagir lorsqu'il est exposé à des médicaments. On peut faire d'autres IgE spécifiques complémentaires, et puis on peut aller jusqu'au test de provocation. Alors ça se fait bien pour les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques. On est en train, et à Strasbourg on a créé une unité de provocation au curare, où on va jusqu'à la pleine dose. Et l'idée ici, c'est que le patient il sorte systématiquement avec au moins un protocole utilisable. Alors ça, c'est la théorie. Et là, je vous montre un petit mélange de la pratique. Alors, je n'ai pas mis les pourcentages en dessous, mais globalement, c'est très compliqué parce que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Hein. Il y a toujours un peu d'arguments pour, mais ce n'est pas très robuste. Et à la fin, la vraie question, c'est est-ce que j'injecte ou est-ce que je ne réinjecte pas? Donc la question elle doit être vraiment... La réponse, elle doit être solide et elle doit être pragmatique. On ne peut pas rester dans le flou, sinon vous allez être embêté après. Et on regarde finalement à l'issue de nos explorations, et vous avez là toute l'arborescence des possibilités qu'on a à l'issue de cette exploration, et ben on identifie la substance dans à peu près 60% des cas, et ça nous laisse sur le carreau dans 40% des cas. On ne sait pas vraiment vous dire qu'est-ce qui a déclenché la réaction. Donc ça, c'est là où les tests de provocation prennent leur place pour avancer encore un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que ça nécessite une consultation d'allergo-anesthésie, et non pas juste une consultation d'allergologie chez un allergologue de ville, parce que ça nécessite une expertise et des moyens particuliers pour aller plus loin. Alors, combien de temps dans combien de temps on doit adresser le patient? On a bien sûr toujours envie que ça aille vite. On aimerait bien pouvoir l'explorer tout de suite, souvent parce que le patient il n'a pas été opéré, et finalement, il aurait peut-être fallu quand même l'opérer. Et c'est une vraie question. Hein, donc, un des points qu'on va aborder dans les RFE qui, j'espère, sortiront bientôt, ça va être de maintenir et de poursuivre l'intervention lorsque c'est possible, hein, dans les grades 1, 2 et 3 stabilisés, pour finir l'intervention qu'on avait commencée et s'éviter le prix de devoir le réendormir rapidement. Alors, malheureusement, on ne peut pas explorer tout de suite les patients. Ils ont réagi, ils ont dégranulé massivement, ils ont une sorte d'anergie cutanée avec une peau qui peut ne pas répondre. On a peu de travaux dessus, mais quand on regarde, là où on a une série qui avait été faite, quand on prend des patients qui sont explorés soit dans la première période, entre 0 et 4 jours après la réaction, soit 4 à 8 semaines après la réaction, en fait, on voit qu'à la période précoce, on a des faux négatifs. Donc, si l'intervention est urgente, on peut les explorer rapidement, mais on ne pourra prendre en compte que des résultats positifs. Si on trouve, tant mieux. Si on n'a pas trouvé, on est dans le flou et il faut recommencer 4 à 6 semaines plus tard. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'en attendant le bilan, j'ai le droit de réinjecter un curare? Imaginons, je fais une induction anesthésique, j'utilise le succinétonium, le patient en choc. Je me dis, OK, je dois le réendormir. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le rocuronium? Eh bien non, parce qu'en fait, il y a des réactions croisées qui sont relativement fréquentes. Alors, on peut discuter. Hein, finalement, on voit quand on a des réactions, donc en ligne, vous avez le curare qui a donné la réaction, et en colonne, ces réactions croisées. On voit que, par exemple, quand on a fait une réaction au succinétonium, on croise dans 10% des cas au rocuronium. Alors, c'est peu, mais ça vous laisse quand même une probabilité sur 10 que votre patient il fasse un choc anaphylactique à nouveau lors de l'induction anesthésique. Et puis, dans l'autre sens, c'est plus problématique. Quand on est sensibilisé au rocuronium, dans un peu moins d'un cas sur deux, on est aussi sensibilisé au succinétonium. Donc ça pose des problèmes. Ça nécessite de pouvoir explorer les patients en allergologie. Et c'est pour ça qu'il y a la recommandation de dire qu'on ne réexpose pas le patient à un curare tant que le bilan allergologique n'est pas fait. Une question qui est fréquemment posée est de savoir si j'attends le résultat du dosage de tryptase avant d'adresser le patient en consultation d'allergo-anesthésie.
Alors en fait, la tryptase, c'est un marqueur d'activation mastocytaire. Ça nous oriente vers des mécanismes, mais comme je vous l'ai montré au début, tous les mécanismes n'impliquent pas forcément une activation mastocytaire. Et donc, il ne faut pas attendre d'avoir le résultat pour adresser le patient, d'une part parce qu'une fois sur deux, on l'oublie, on ne va pas le voir, et finalement, le patient il part dans la nature et on ne lui a pas pris le rendez-vous. Et ensuite, parce qu'on va perdre des patients qui auraient bénéficié de cette consultation, chez qui on aurait trouvé une substance en cause et chez qui on aurait contre-indiqué cette substance. Donc, on adresse le patient en consultation d'allergo-anesthésie sur la suspicion clinique et pas sur le résultat du dosage de tryptase. Est-ce que ce qu'on vous dit est fiable? Ça, c'est une vraie question, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a beau donner une réponse dans la conclusion en disant ces médicaments, ces curares sont utilisables, très fréquemment, les gens vont préférer une attitude d'éviction, quitte à parfois avoir des attitudes un petit peu risquées pour les patients. Alors, je suis désolé, ça sort de travers, mais globalement, on a fait une étude avec Montpellier, avec des allergologues à Montpellier. On avait rappelé tous les patients qui avaient été explorés dans notre centre, dans nos deux centres, pour voir s'ils avaient été réendormis et réexposés. Et s'ils avaient été réexposés, on a sorti les feuilles d'anesthésie, on a regardé s'ils ont réagi. Globalement, c'était plutôt très bon. Il y a une seule patiente qui avait réagi, c'est pour ça qu'on arrive à une valeur prédictive négative de 95%. Ça veut dire que globalement, nos résultats sont fiables, mais ils ne sont pas parfaits. Donc on pèse toujours nos indications, mais ça c'est un peu comme toujours. Si on a vraiment besoin d'un curare, eh bien on peut l'utiliser. Par contre, si ce n'est pas absolument nécessaire, la question peut se poser. Quelles informations vous devez transmettre à l'allergologue ou à l'anesthésiste réanimateur qui fait la consultation? Donc ça, ce sera aussi vraiment adressé dans la nouvelle RFE. Bien sûr, une copie de la feuille d'anesthésie. C'est essentiel de ne pas juste envoyer un courrier, mais de nous donner vraiment toute la feuille d'anesthésie, parce que la relecture des choses est essentielle. De temps en temps, on va avoir tendance à interpréter ce qu'on a vécu, en se disant c'est ça, c'est bon, donc on le marque dans le courrier, je pense que c'est ça. Mais quand nous on fait la feuille d'anesthésie, on s'intéresse énormément à la temporalité entre les expositions et les réactions. Et donc c'est essentiel qu'on puisse vraiment suivre les choses, voir la réponse au traitement et sentir un petit peu ce qui s'est réellement passé pour pouvoir éventuellement revenir vers vous et détecter et re-questionner pour trouver des allergènes cachés. Bien sûr, un courrier, ça n'empêche pas de faire un courrier parce que la transcription de votre vécu est essentielle. On veut quand même une idée de contexte, un peu comment ça s'est passé, parce que la feuille d'anesthésie, parfois, n'est pas toujours très claire sur l'aspect clinique de la réaction. Bien sûr, toutes les substances auxquelles le patient a été exposé ne sont pas sur la feuille d'anesthésie. Je pense au col chirurgical, aux désinfectants cutanés, ce genre de choses, c'est essentiel pour nous. Bien sûr, le traitement, et puis si vous pouvez nous mettre une petite note d'évolution, c'est toujours sympa de voir s'il y a des séquelles ou pas. Et puis bien sûr, pour les gens qui font les bilans et qui sont envoyés dans des labos CERBA ou ce genre de choses, eh bien, il nous faut les résultats des dosages de tryptase et d'histamine, sinon on ne peut pas avancer. L'idée, c'est que pour la prochaine RFE, on proposera une sorte de feuille type, vraiment à remplir pour chaque demande. Et la plupart des centres, maintenant, ont commencé à développer des feuilles de demande pour qu'il y ait une sorte d'approche un peu normée de ces demandes-là. Alors, ça, c'était la partie, j'ai envie de dire, facile. Vous avez la réaction et on sait qu'il faut envoyer ces patients en consultation. Maintenant, il y a l'autre scénario, c'est le patient qui arrive en consultation chez vous, en consultation d'anesthésie, et il vous dit qu'il est allergique à quelque chose. Donc ça, c'est une autre question, et ce n'est pas forcément évident là de savoir s'il faut l'adresser ou pas l'adresser en consultation. Alors, je vais vous demander de travailler, et à main levée, là, vous allez me dire à chaque fois si vous envoyez ou pas ce patient en consultation d'allergologie ou en consultation d'allergo-anesthésie. Alors, le patient qui a une notion de réaction, n'est pas sûr de ce que c'était, mais lors d'une précédente anesthésie générale, qui c'est qui l'adresse en consultation? Si le délai est compatible, c'est-à-dire qu'on est bien, vous avez de la marge pour la chirurgie, elle n'est pas urgente, qui c'est ici qui l'adresse? Ok, donc quand même pas mal de monde. Effectivement, ces patients-là, ils sont à très haut risque de récurrence. Si on doit circonscrire une population qui est à haut risque, c'est ceux qui ont déjà fait une réaction. S'ils n'ont pas été explorés, on ne sait pas à quoi ils sont sensibilisés. Et donc le risque de récurrence est élevé. Bien sûr, dans les situations urgentes, on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas dire. Et donc la stratégie qui est recommandée à l'heure actuelle, c'est les RFE 2011, c'est d'essayer de faire au maximum de l'ALR, d'éviter de reproduire la situation qu'il y a déjà eu. Alors si on a le protocole anesthésique, c'est facile. Quand c'est une situation qui est arrivée en 1980, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc l'attitude, c'est d'essayer d'éviter les allergènes principaux et de se focaliser sur de l'anesthésie loco-régionale. Qui maintenant adresse un patient ou une patiente qui est sensibilisée à un anesthésique local, en tout cas qui a fait une réaction au décours d'un anesthésique local et qui n'a pas été exploré.
D'accord. Un peu plus mitigé. Alors là, c'est toujours pareil. Soit vous êtes sûr que vous n'en avez pas besoin, et finalement on se dit ok, on verra ça plus tard, mais laissez pas ces gens dans la nature quand même, parce que très souvent, ces patients ils sont désétiquetés à l'issue de la consultation d'allergologie, et en fait ils ne sont pas sensibilisés, c'est rarissime en termes de... Même pour un allergologue c'est rare. Alors, déjà on parle d'un truc rare, mais en plus c'est encore plus rare quand on parle d'anesthésiques locaux. Si bien sûr on est dans l'urgence et qu'il nous raconte qu'il a fait une réaction à l'anesthésique locale et qu'on peut se passer des anesthésiques locaux, on va faire une AG. Il y a juste le contexte obstétrical où là ce qui est proposé c'est de faire une dose test en sous-cutané. Alors il faut qu'il y ait l'accord de l'équipe d'obstétrique, ça se fait en salle d'ac, ça se fait avec une équipe d'anesthésie réanimation qui est prête, il faut que tout le monde soit d'accord et on injecte un petit peu d'anesthésie locale en sous-cutané. Alors pourquoi est-ce que cette attitude elle est proposée? Parce que c'est extrêmement rare et parce qu'une femme enceinte peut tirer comme un bénéfice de l'anesthésie locale. Ah, j'ai consommé de la Folcodine il y a 2 semaines. Qui c'est qui appelle un allergologue? Qui c'est qui n'appelle pas? Parce qu'il n'y a pas de main qui se lève. Ok. C'est bien parce que moi je suis fréquemment appelé pour ça, parce que la NSM a dit que les anesthésistes réanimateurs devaient systématiquement rechercher la consommation de Folcodine chez les patients. Alors, je pense que déjà tout le monde ne le fait pas, c'est extrêmement compliqué. La Folcodine, c'est dans certains sirops contre la toux, mais pas tous. Et surtout, ça a été retiré du marché. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle encore? Tout simplement parce que les armoires à pharmacie sont bien pleines et que les gens, ils ont tendance à consommer des choses qu'ils ont depuis 2 ans dans le placard. Donc, c'est pas parce que ça a été retiré là que ça a disparu de la circulation. Il y a encore un petit peu de temps. On sait que la consommation de Folcodine dans l'année précédente une anesthésie augmente par 4 le risque de faire un choc oculaire. Donc ça, c'est l'étude Alpho qui l'a montré. Pour autant, on parle d'un risque rare, 184 par million d'anesthésies. Si vous faites ça fois 4, ça reste encore rare. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'attitude à adopter. On ne peut pas les explorer, on ne connaît pas la valeur de notre bilan en prédictif. Il faut juste informer le patient qu'il y a un petit surrisque, et ça, c'est l'ANSM qui le demande. Le patient, il vous dit qu'il est allergique à la Folcodine. Il a fait un œdème de coin quand il en a consommé. Qui c'est qui adresse le patient en consultation? On est perturbé, il y a un peu plus de monde, mais on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas, mais vraisemblablement, c'est la même attitude. On n'a aucune preuve qu'il y ait un lien entre l'allergie à la Folcodine et l'allergie au curare. Il n'y a pas de signal. Tant qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal, et donc on ne modifie pas notre attitude, même si, en théorie, on retombe un peu dans le même raisonnement, le risque est probablement un peu supérieur à la population générale. Allergie aux ammonium quaternaire, typiquement coiffeuse, qui a une réaction aux ammonium quaternaire présents dans les shampoings, dans les teintures surtout. Est-ce que vous l'adressez? Quelques personnes? Ouais. Même raisonnement encore, l'exposition professionnelle aux ammonium quaternaire est associée avec 6 fois plus de risque de réaction curare. L'étude d'Alpho n'était pas faite pour ça, c'est un résultat accessoire, donc il a toutes les limites du fait que ce n'était pas designé pour rechercher vraiment ça, mais ça sort plus fort encore que la Folcodine. Sauf qu'il y a ammonium quaternaire et ammonium quaternaire, il y en a un peu partout, c'est difficile à savoir, c'est très compliqué à rechercher, donc pour l'instant, pas d'attitude particulière, si ce n'est que là aussi, probablement, il y a une petite augmentation du risque, mais qui reste encore extrêmement faible. Je suis allergique à l'œuf ou au soja. Ça, c'est un truc aussi, un grand classique. Qui c'est qui s'inquiète de l'utilisation du propofol? Personne. Voilà. Quand même quelques mains qui se lèvent. Effectivement, il n'y a pas de risque. D'accord ? Il n'y a pas de risque de réaction au propofol quand on est sensibilisé au soja ou à l'œuf. En fait, dans le propofol, c'est de la lécithine d'œuf et une huile raffinée de soja, et donc il n'y a pas de protéines dedans. Donc en fait, il n'y a pas de risque. Si j'ai une suspicion de réaction au latex, le patient n'a jamais été exploré, est-ce que je l'adresse? Qui c'est qui l'adresse? Ouais. Il y a de moins en moins de bras levés, alors je ne sais pas si c'est parce que les gens fatiguent ou parce qu'ils ne savent pas. Globalement, s'il n'a jamais été exploré et qu'on peut le faire, on le fait, mais ça ne doit pas retarder l'opération. C'est-à-dire que l'opération, bien sûr, on l'a fait. Soit on a pu l'explorer, lever le doute ou pas, ou confirmer la sensibilisation, et à ce moment-là, on applique les règles, soit on fait de la prévention secondaire dans le doute. Mais ça ne doit pas retarder l'opération. Vous êtes en chirurgie cardiaque, vous voulez faire une CEC, et le patient vous dit qu'il est allergique aux poissons ou aux fruits de mer.
Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets et qui adressent le patient en consultation? Non, vous n'êtes pas inquiet et vous avez raison. Il n'y a aucun risque de sensibilisation vis-à-vis, bien sûr, des produits iodés, hein, donc polydone iodé ou produits de contraste. Hein, et il n'y a pas de risque avec la protamine. Seule chose, c'est qu'il y avait des insulines semi-lentes, là, les NPH, qui contiennent aussi, c'est de l'insuline protamine. Et donc là, des gens qui sont sensibilisés à ça, ils peuvent choquer à la protamine. Mais c'est assez rare et c'est de moins en moins utilisé. Ça, on ne pose jamais la question. Le patient vous dit, quand je mange de la viande, j'ai mal au ventre. Normalement, ça, en anesthésie, en général, on dit OK. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Qui c'est qui adresse ce patient en consultation? Eh bien, vous devriez, parce que, en fait, il y a un épitope là-dedans, l'alpha-gal. Alors, c'est un peu hétérogène au niveau du territoire. En Alsace, on en a pas mal, des gens sensibilisés, parce qu'il y a beaucoup de morsures de tiques. Et on sensibilise quand le tique, il a mordu le cerf, puis après, il vous mord vous, quoi. Et on se sensibilise, et l'alpha-gal, on en a dans nos gélatines, donc la gélofusine, par exemple, dans les cols à la gélatine, donc les chirurgiens, et dans les héparines. Puisque les héparines sodiques sont produites à partir de mammifères. Et donc, en fait, il faut se méfier de ça. Si le patient il est intolérant ou allergique à la viande, il est à risque de réagir à ces molécules-là. Donc là aussi, soit on n'en a pas besoin, et c'est quand même 99% des cas, et à ce moment-là, on peut faire l'intervention, mais on évite ces molécules, et si on en a besoin, il faut l'explorer avant. Méfiez-vous de ça, c'est assez peu connu, mais ça peut vraiment donner des réactions. Morphine, codéine, ça arrive fréquemment. J'ai bientôt fini, hein. Je vais vous faire travailler. Qui c'est qui adresse un patient qui est allergique à la morphine ou à la codéine en consultation? Une personne, 2. Faites-le quand même, parce que en fait, la probabilité post-opératoire d'avoir besoin de morphine est quand même élevée. Alors on peut passer sur des morphiniques synthétiques comme l'oxycodone, par exemple. Tous les morphiniques de synthèse qu'on utilise pour l'anesthésie sont utilisables. Par contre, attention, hein, comme la codéine se dégrade en morphine, il peut être sensibilisé à la morphine dans les 2 cas, donc les 2 sont contre-indiqués systématiquement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je ne vais pas répondre aux questions de ce matin, parce qu'il aurait fallu 2 topos pour le faire, et la réponse n'est pas simple. Par contre, est-ce que vous adressez les patients qui vous disent qu'ils sont allergiques à la pénicilline en consultation d'allergologie? Qui c'est qui adresse ici? Qui c'est qui n'adresse pas? Ok. Donc la réponse, elle est horrible. Il n'y a pas de bonne réponse. Dans un monde idéal, on se dirait on va tous les prendre en consultation d'allergologie, ces patients. Parce qu'en fait, à un moment, il faut sortir de ce cercle vicieux de « je suis allergique ». Sauf qu'on va tuer tous les allergologues si on fait ça, parce qu'ils sont incapables de tous les explorer. Ça, c'est une réalité. Hein. Nous, ils ont 6 mois d'attente pour un test de provocation. On ne peut pas leur envoyer nos patients allergiques à la pénicilline. Il y a des attitudes simples, il y a déjà des trucs qui ne sont pas de l'allergie. Sachez-le, c'est des choses très simples, mais s'il vous dit qu'il a eu la diarrhée quand il a pris l'Augmentin, ça n'est pas de l'allergie. Donc on peut lui dire, et à ce moment-là, on ne se pose plus la question. Et on enlève l'étiquette. Hein, les mycoses buccales, l'histoire familiale avec le papy qui avait de l'allergie à la pénicilline, parce que les gens ils sont capables de vous dire « je suis allergique, ça », et si vous ne posez pas la question, ils ne vous répondent pas. Les gens qui ont été réexposés à la même molécule sans souci, ça implique quand même de savoir qu'est-ce qui a donné la réaction et ce à quoi le patient a été réexposé. Donc là, on élimine quand même énormément de patients. Et puis après, l'attitude pragmatique, c'est de dire « Ok, bah, j'ai un patient, je suis quasiment sûr qu'il va avoir besoin d'une antibiothérapie en post-opératoire. Lui, il faut essayer de le caser. » Et lui, les allergologues, ils vont faire un effort. D'accord? Ou alors le patient qui est allergique à plusieurs classes d'antibiotiques. Parce que là, on va commencer à rentrer dans le dur pour pouvoir le traiter. En dehors de ça, c'est vraiment au cas par cas. Il y a plein de stratégies qui sont testées à l'heure actuelle. Il y a des stratégies avec des scores, mais ils sont tous imparfaits, hein, sachez-le. On rate quand même beaucoup. Alors à l'échelle d'un patient, ça fait peu en pourcentage. À l'échelle de toute la population qu'on doit tester, ça fait beaucoup. Et puis, ils ne sont pas développés pour passer de la question à l'administration. Hein. Il y a des étapes allergologiques de délabeling, de désétiquetage au milieu, où on fait des tests de provocation. Donc sachez que c'est une question compliquée, on essaiera d'aborder certains points dans la RFE qui devraient sortir, on n'aura pas toutes les réponses, mais on essaiera déjà de donner un début de parcours. Voilà, j'en ai fini, je vous ai mis un petit tableau synthétique qui reprend les choses, qui permet de faire une petite synthèse qui adresser, qui pas adresser, et j'espère avoir pu répondre à vos questions.